D'avoir un peu plus de monde dans les 16 mètres. Dorasso avec la tête de Carteron au-dessus des buts de Landreau. Et c'est vrai qu'aussi dans le domaine aérien, on peut craindre un petit peu les duels. Quand il y a Carteron, quand il y a Bach, quand il y a Christophe Delmotte qui monte sur les coups de pied arrêtés, c'est quand même, vous voyez, Carteron là, il n'a pas pu rabattre ce ballon de la tête. Les Lyonnais assez impressionnants de la tête puisqu'ils ont inscrit 10 de leurs 32 buts de la tête, donc sur coup de pied arrêté le plus souvent. Il sait absolument tout. Il connaît le nombre de buts marqués sur coup de pied arrêté, le nombre de spectateurs ce soir présents au stade. J'ai mes fiches. Et le score à la fin du match? Ah oui, est-ce que vous l'avez celui-là? Moi je me suis trompé pour l'instant. Il n'y a pas que vous. Caveglia avec Darocha, Caveglia qui récupère cette balle et Sibirski qui va se jeter, mais il n'est pas le premier à se jeter, mais le ballon va quand même être nantais. Les Nantais qui ratissent un nombre incroyable de ballons et avec beaucoup de contre favorables, même si là c'est Delmotte qui hérite de cette balle, qui la donne immédiatement pour Violo, qui écarte tout là-bas pour Linares, immédiatement pour Tony Vérel, bien pris par Nestor Fabri qui est le premier sur le ballon. Et en plus, il y a faute. En tout cas, il y en a qui doivent, devant leur petit écran, savourer ce 3-0. Ce sont et les Parisiens et les Auxerrois. Les Parisiens qui sont sûrement pas devant leur petit écran. D'ailleurs, ils ont sûrement la tête à autre chose. Puisque je vous le rappelle tout à l'heure sur Canal, à partir de 20h45, Marseille, Paris Saint-Germain. Attention à cette frappe quand même de Tony Vérel. On en reparlera de ce Marseille PSG à la mi-temps tout à l'heure. Autre choc de la soirée. Et Reynald Denouex qui s'est quand même levé. Ouais, qui s'est levé pour demander à ses joueurs de rester sérieux, on va dire, de rester dans la rencontre, de se rendre disponible et de conserver leur mobilité pour pouvoir faire circuler le ballon. Et puis d'arriver, de conserver ce score jusqu'à la mi-temps. Carteron. Encore un gros quart d'heure à tenir pour conserver ce score jusqu'à la mi-temps. On sent quand même des Lyonnais un petit peu désemparés, impuissants. C'est long, c'est trop long pour Bréchet. Dorasso. Bien pris. On a l'impression qu'il y a plus d'envie côté nantais. Ah oui, c'est bizarre. Bach. Au centre immédiatement, il y a Fabri qui est revenu et puis il y a Landreau qui est derrière. Le capitaine nantais qui relance immédiatement sans perdre le temps parce qu'il a vu Antoine Sibirski, la tête de Bréchet. Ricage Dorasso qui se jette, Delmotte immédiatement avec l'aigle, avec Vérel et tout de suite 3 Nantais sur Tony Vérel, dont Savino. Savino encore, avec Dovino qui laisse filer. Bréchet pour Dorasso. Cette fois, ils étaient deux. Beaucoup de prise de risque dans le jeu nantais. Jeu en déviation. Alors ça réussit pas toujours, bien sûr. Et quand ça passe, il y a surprise et tout de suite, il y a des joueurs dans le sens du jeu. Et on va dire que les Lyonnais maîtrisent un peu plus. Je pense qu'ils préparent un peu plus leurs actions, mais à l'arrivée. Carrière toujours. Avec une faute d'Uras et un carton jaune pour le défenseur lyonnais. C'est le premier carton de la partie. Et c'était sa 3e faute à Uras. Oui, dangereux en plus dans telle condition, le terrain glissant. Chanley. Vérel récupère cette balle. Tony Vérel au milieu de 3 Nantais, schéma invariable depuis le début de la partie. Et surtout aussi Tony Vérel très très bas. Dorasso, l'aigle et les Nantais qui mordent dans cette balle. Pour le plus grand public, plaisir du public de la Beaujoire. Ça ne passe pas, ça ne passe pas.
Les Lyonnais qui ont les pires difficultés dès qu'ils sont passés dans la moitié de terrain nantaise à aligner 3-4 passes de suite. Et pour cause, Eric, puisqu'ils ne sont le plus souvent que 1, 2, 3 maximum pour construire leurs offensives. C'est Vérel, Dorasso et quelquefois un milieu excentré. C'est assez peu face aux défenseurs nantais. Voilà peut-être un bon ballon à jouer pour Bréchet, même si là c'est Chanelay qui font sur lui. Et il y a toujours un autre Nantais pour intercepter. En l'occurrence, là c'était Caveglia. Bréchet, ballon contré par Chanelay. Ce sera une touche. Joué par Bréchet. Pour Dorasso. Et Chanelay qui évite le corner pour remettre en touche. Dorasso, Uras. Au centre pour Tony Vérel. Il y a la frappe de Pierre Legge peut-être. Non, ce sera la frappe super. de Vérel. Super. On l'a vu partir, on l'a vu venir. Super but de Tony Vérel. Alors 3-1 juste avant la mi-temps. Ça peut peut-être changer les choses. Ah, c'est sûr. C'est vrai que ça veut semer un peu la perturbation chez les Nantais. Ça doit automatiquement rassurer et leur donner un peu plus d'envie au niveau des Lyonnais. Quelle frappe, quel coup d'œil. Superbe, superbe. On l'a vu venir et on était presque à sa place en train de faire le geste, mais il y avait que lui qui pouvait le réaliser. Nous, ça aurait été plus difficile. Vous, Exactement. Daniel, sûrement pas. Si, parce qu'il a Il était sur son droit. Voilà, exactement. Bien vu. Bac pour Coupet. Allez, ça va peut-être redonner de l'allant aux Lyonnais. En plus, il y a le gros quart d'heure de la mi-temps qui arrive tout à l'heure. Bernard Lacombe va pouvoir repositionner tout ça. Quel geste de Tony Vérel, parce qu'il y a l'arrivée effectivement, mais au départ également. Voilà. Il y a la façon de se débarrasser. C'est quelqu'un qui aime les duels, qui aime les contacts. Il n'est jamais aussi bon que quand il doit batailler contre un, deux adversaires, voire trois, conserver, éliminer. Il a levé la tête, il a bien enroulé son ballon, c'était le geste parfait. Eh ben, il en est à 5 buts. Et coup franc obtenu par Delmotte. Alors voilà, encore un bon ballon pour les Lyonnais. Et si les Lyonnais revenaient à 3-2 juste avant la mi-temps? Il y a Delomo qui a fait un coup là, qui se plaint. Il serait peut-être important dans le système défensif nantais sur ce coup de pied arrêté. C'est quelqu'un très athlétique. Et il y a M. Kalt qui demande à Delomo de sortir. Et en cas de mauvaise nouvelle pour Delomo, on fait chauffer côté nantais Mehdi Leroy qui est en train d'enlever son survêtement et Yves Doroff. Et coup franc joué par Vicage. Dorasso s'est renvoyé de la tête. Ce sera un corner pour les Lyonnais qui poussent dans cette fin de première mi-temps, qui ont retrouvé leurs esprits. Ah oui, c'est bien le football, on passe d'un état d'esprit à un autre. On se sent impuissant. Et... Voilà encore un bon corner. C'était le 3e corner pour Tony Vérel et les siens. Et Landreau pas fâché d'aller chercher cette balle. Oui, Landreau qui m'a paru mais pas très déterminé, un peu gêné parce qu'il a senti que Fabry allait prendre ce ballon. Et Delomo qui rentre, c'est bien. Ah, en tout cas, on se régale. Si vous avez choisi de suivre ce match avec nous, 4 buts en l'espace de même pas une mi-temps, parce que c'est peut-être pas terminé. Et ça devrait aller pour Pascal Delomo qui a reçu un coup sur le plexus. Trop bien vu. C'est vrai que les Nantais qui vont aller fixer avec Darocha qui appelle cette balle. Sibirski également. Devino avec Sibirski qui remet instantanément pour Darocha. Et il y a un ballon hors-jeu. L'arbitre ne l'a pas signalé en tout cas. Ce n'est pas terminé. Carrière. Avec un coup franc en faveur de l'équipe nantaise. Je sens que l'entraîneur que vous étiez se serait levé de son banc pour réclamer le hors-jeu, Daniel. pas levé parce que j'avais l'habitude d'être déjà levé, mais il semblait quand même qu'il y avait hors-jeu là. Mais certainement que l'arbitre
peu occupé à apprécier le jeu nantais. Caveglia s'est renvoyé par le mini-mur lyonnais et la touche est nantaise, forcément. Voilà, alors, y avait-il ou pas hors-jeu? Eh bien non. Attendez, attendez. C'est celui-là. Ballon sorti toujours pour le Football Club de Nantes. Toujours une touche. Une touche cette fois directement dans la surface de réparation. Et c'est renvoyé loin. Et ça va même sortir. Chanley pour jouer la touche, ballon qui revient sur lui, Sibierski au milieu de 3 Lyonnais. Et dans cette fin de première période, eh bien, ce sont les Lyonnais qu'on sent plus mordants maintenant depuis qu'ils ont marqué. L'Aigle pour Vikash Dorasso, cette fois c'est évident, il n'y a pas de hors-jeu, mais ballon vraiment pas facile à négocier pour Dorasso. On l'a senti justement dans l'action auparavant sur cette relance des Nantais, avec Delomo qui est passé derrière le pressing des 4 Lyonnais et qui a pu trouver justement Daroucha intercalé derrière. 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer avant la pause. Toujours 3-1 pour l'équipe de Nantes. Fabry. Devino. Remet pour Lièvre. Et Violo qui va récupérer ce ballon. Et va y avoir un nouveau carton jaune. Et cette fois, il est nantais, il est pour Lièvre. Tout à l'heure, c'était Uras qui en avait hérité. Donc un carton jaune partout. Mais c'est vraiment un match qui se déroule dans un bon esprit parce que c'était sa première faute à Lièvre. Parce que le terrain est très gras. C'est un peu une partie de billard. Carteron avec Tony Vérel qui regarde au centre. Il a vu Dorasso, ballon qui arrive sur l'Aigle. Et les Lyonnais qui vont peut-être écarter avec Bréchet qui a pris le couloir. Et finalement, c'est Violo qui va tourner autour de la défense nantaise. L'Aigle qui est à la réception. Savino qui se bat avec Tony Vérel qui peut donner. C'est un bon ballon avec le centre peut-être de Linares pour Pierre L'Aigle qui va le récupérer ce ballon mais qui n'arrive pas à se mettre en position de frappe. Ce sont les Nantais au contraire qui ont peut-être... Oh, un ballon de contre-attaque, pas vraiment, hein, parce que la défense lyonnaise est bien en place. Il y a 5 défenseurs côté lyonnais. Antoine Sibierski quand même qui va essayer de prendre le couloir en relais avec Devino, c'est bien joué. Sibierski plus rapide que Carteron. Et au centre, il y a Jérémy Bréchet. Heureusement pour l'équipe de Lyon, ce n'est pas terminé. Reprise. Et c'est but que vous dites. 4-1 pour l'équipe de Nantes. Et cette fois, c'est Devino qui marque. Mais encore une fois, on se met à la place du joueur, on anticipe sa frappe et... C'est son premier but cette saison, Devino. Superbe. Mais je voulais justement intervenir sur l'état du terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les ballons sont donnés au bon moment, dans la bonne direction, et que les joueurs courent vers leur but, les défenseurs courent vers leur but, ils ont de plus en plus de mal à se resituer, à prier un peu à contre-pied. Ça vient d'arriver de deux façons différentes. D'un côté, Lyonnais, où Pierre L'Aigle a eu le ballon derrière lui, il n'a pas pu... Oh, c'était peut-être pas terminé pour Lyon. 6 sur cette occasion tout au moins. Et puis ici, à l'inverse, ce dribble de Sibierski, ce 1-2, se centre dans la foulée sur des joueurs qui reviennent vers leur but, qui remettent un peu le ballon comme ils peuvent, et puis par derrière, ce but extraordinaire. Tout est programmé. Dominique, les pronostics? Et c'est invraisemblable, hein. 4-1 avant la pause. C'est invraisemblable. Moi, Daniel, pour ce qui est des pronostics, j'ai définitivement perdu, c'est sûr. Et précision, Charles Devino est gaucher. On appréciera d'autant mieux sa frappe du pied droit. Ouais, ça c'est intéressant. Carteron.
Il y a une chose intéressante également, c'est que les Nantais ont tiré 5 fois au but dans cette première période et qu'ils ont marqué 4 buts. Taux maximal de réussite. Oui, c'est vrai, mais quand même dans des bonnes situations, des actions bien menées. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. On se régale, vraiment on se régale. 5 buts dans cette partie. Et en plus, il y a des beaux gestes, il y a du spectacle, il y a des très très jolis buts. On a retrouvé cette belle équipe nantaise, ce jeu à la nantaise, comme on le connaît. Oui, on a retrouvé cette équipe nantaise, mais du côté lyonnais, est-ce qu'on va encore faire référence à l'absence de la ville? Alors oui, parce qu'on s'est aperçu quand même, côté statistique, Daniel, que lorsque la ville n'était pas là, Lyon perdait. Bon, on n'en est qu'à la mi-temps, mais là encore une fois, ce soir, la ville n'est pas là. On l'a signalé en début de match, il est suspendu, Anderson n'est pas là et Lyon est mené 4-1. Oui, il y a eu une exception près à Strasbourg où c'était pas vraiment son soir. Mais c'est vrai que statistiquement, cette équipe lyonnaise est un peu encore une fois orpheline de la ville. Et cette équipe qui avait semblé retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité défensive, notamment contre Monaco, où ils avaient fait front à 10 contre 11 pendant 40 minutes. Là, encore une fois, aujourd'hui, elle est en extrême difficulté sur le jeu nantais. Il y a quand même quelque chose sur lequel il faut insister, c'est le jeu nantais. Je crois qu'aujourd'hui, ça mettrait en difficulté beaucoup d'équipes. On joue les arrêts de jeu avec 2 minutes, je crois, de rallonge dans cette première période. Et puis, est-ce que c'est pas à l'image un petit peu de ce championnat complètement fou, ce match? C'est-à-dire qu'on voit un club qui est à égalité de points avec le premier des relégables et qui mène 4 buts à 1 contre un prétendant au titre, en tout cas à la Ligue des Champions, certainement. Ben oui, je crois que c'est le nouveau millénaire. Je sais pas comment l'expliquer parce que on joue le maintien, 2 matchs après on joue l'Europe. On se permet d'infliger pour l'instant, je dis bien pour l'instant, une correction aux Lyonnais qui sont second au classement et puis de mettre à mal aussi le PSG qui était 2e au classement. Ah là, c'est un coude à coude qui va se terminer à l'avantage de Tony Vérel et des Lyonnais. Dorasso avec Delmotte, Dorasso encore. Dorasso, nouvelle faute sur Dorasso et carton jaune. Donc un nouveau carton. Cette fois il est pour carrière. Et en plus une faute à un mauvais moment. Je crois que Dorasso, même si on connaît ses talents de dribbleur, il était quand même au point de corner là. Ça aurait été bien pour les défenseurs de ne pas laisser s'en sortir. Dorasso avec un ballon qui file devant Landreau qui va être dégagé cette fois loin devant parce que dans 10 secondes en principe c'est la fin de cette première période. Entièrement à l'avantage de Reynald Denouex et des Nantais. Fabry. Et voilà monsieur Kalt qui siffle la mi-temps. Le score 4 buts à 1. On entend le speaker qui fait ouh. Je pense que c'est à l'image de tous les spectateurs qui sont en train de ovationner Chanelay et tous les Nantais. Alors Bach rentre un petit peu la tête basse. Que va bien pouvoir dire Bernard Lacombe à ses joueurs à la pause? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Je ne pense pas qu'il va les féliciter dans un premier temps, mais certainement mettre l'accent sur le fait qu'il reste quand même 45 minutes. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais qu'il y a une autre image à donner pour justement un prétendant à la seconde place au classement, et que aujourd'hui il va falloir montrer dans cette deuxième période que beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'allant offensif, un peu ce qui a manqué à cette équipe lyonnaise. Tony Vérel, je crois, en compagnie de Dominique. Ouais, Tony, est-ce que c'est le scénario catastrophe de Strasbourg qui se répète? Je ne sais pas, mais bon, ça commence à bien faire, quoi. On rentre pas trop mal dans le match, on arrive à les faire douter un petit peu au début, et puis après on se prend des buts. Enfin, c'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas lâcher. C'est dommage parce qu'on arrive à... Je pensais qu'on était bien revenu à 3-1 et qu'on allait continuer, on se prend un 4e but. C'est ce que je voulais que je vous dise.
C'est comme ça, quoi. Il y a des jours comme ça. Qu'est-ce qu'il faut modifier parce qu'on vous sent quand même bien seul devant? Je sais pas, ça c'est pas à moi de le dire. C'est vrai que je suis seul devant, mais bon, j'ai pas énormément de ballons non plus, donc c'est vrai que c'est pas évident de s'exprimer. Ou alors, c'est des ballons où vraiment je suis tout seul et esselé. Donc il faudrait peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire, peut-être jouer plus haut ou aller plus vite vers l'avant, mais monter plus vite quoi de derrière. Enfin, on verra bien. Ça c'est pas à moi de changer tout, quoi. Vous espérez encore revenir? J'espère bien, on verra bien. Merci. On le sent complètement désemparé, hein, Daniel. Oui, mais bien dans sa tête. Je crois qu'il a bien analysé. On doit jouer plus haut, on doit être un peu plus près de moi, me soutenir un peu plus, même si on a vu qu'il était capable de se débrouiller seul. C'est une des particularités, une des forces de Tony Vérel. Mais c'est vrai qu'en deuxième période, il doit y avoir un changement, si pas sur le plan tactique, surtout sur le plan d'état d'esprit de l'animation. Bon, eh ben on verra ça tout à l'heure, alors que l'on revoit ici le deuxième but nantais. Je dis on verra ça tout à l'heure parce qu'on vous en a parlé tout au long de cette soirée. Le choc de cette soirée, c'est entre Marseille et le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, tiens, on va peut-être le revoir, Jean-Paul, quand même, parce que j'étais pas en train de regarder cette image forte de ce t-shirt porté par Antoine Sibierski. Maman, ensemble, en famille, pour la vie. Antoine Sibierski qui a vu sa maman disparaître il y a quelques jours, et ces deux buts bien évidemment lui sont dédiés. C'est image forte de la soirée, hein. Oui, c'est très fort. Je crois que Antoine nous prend un petit peu les tripes là. Antoine Sibierski, l'homme du match pour l'instant, si tant est qu'on puisse dégager un homme du match dans le collectif nantais. Allez, je vous disais qu'il y avait un autre match ce soir, c'est Marseille-Paris Saint-Germain, où Nathalie Iannetta et Laurent Paganelli nous attendent d'ores et déjà au stade Vélodrome. Coup d'envoi 20h45, c'est-à-dire je disais une heure, dans un petit peu plus d'une heure, Nathalie et Laurent. Et ce qu'on vous souhaite, en tout cas, c'est autant de buts que ce soir à la Beaujoire. L'ambiance à un peu plus d'une heure du match. Bah écoutez, pour le moment, Eric et Daniel, tout est calme ici. Les portes du Vélodrome se sont ouvertes il y a environ une heure. Laurent, hein, c'est très calme pour le moment. Très calme, oui. Les supporters marseillais, en tout cas, ont répondu présents. Ils sont dans les tribunes. Les joueurs marseillais sont arrivés, mais ne sont pas encore venus sur la pelouse. J'entends une rumeur, peut-être que les voilà, qui pénètrent sur la pelouse. En tout cas, les Parisiens sont venus. Ils sont restés quelques minutes. Concentration maximale, bien évidemment, comme d'habitude, pour Bernard Lama et les siens. On a vu Serge Marchetti tout à l'heure. Serge Marchetti, vous le savez, hein, c'est le directeur de la sécurité ici au stade Vélodrome. Eh bien, il nous a expliqué quel était le dispositif particulier mis en place pour un match particulier. C'est un dispositif un peu particulier parce que bon, les OM-PSG ou PSG-OM, ça a toujours un peu un goût amer. Donc le dispositif ce soir, on l'a renforcé au niveau police, parce qu'on travaille avec 5 compagnies. Et au niveau steward, il y a 150 stewards supplémentaires. Est-ce que vous craignez véritablement des débordements de la part des supporters parisiens et marseillais? Depuis ma présence à l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais craint les matchs Olympique de Marseille-PSG. Ce soir, je ne crains pas spécialement, à part que bon, on est sur une jambe depuis le début du championnat avec notre équipe. Donc c'est un peu un goût un peu particulier, mais ce soir, on fera tout pour être aussi performant et professionnel depuis le début de saison. Voilà, il ne craint pas les Marseille-Paris Saint-Germain, Serge Marchetti, il craint plus pour son équipe. Hein, Laurent, on l'a vu, il dit qu'ils sont sur une jambe depuis le début de la saison. C'est vrai qu'ils sortent d'une élimination, une humiliation, hein, si j'ai envie de dire, contre Guignon. Alors, quel est le dispositif mis en place par Bernard Casoni et les siens ce soir pour affronter le Paris Saint-Germain? Je dirais, puisque je suis quand même avignonnais, donc j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Je dirais qu'avant tout, c'est toute une région qui va pousser ce soir et qui va pousser Bernard Casoni à faire une certaine tactique. Je crois que c'est avant tout un état d'esprit que l'on recherche ce soir à l'Olympique de Marseille. Donc on ne va pas parler d'organisation, on va parler de volonté, de valeurs qui ont fait la force de cette équipe pendant X temps. Donc je crois que Daniel Leclerc qui est à Lens peut parler de certaines valeurs, et je crois que c'est celle-là qu'il va falloir à l'Olympique de Marseille ce soir pour arriver au moins à faire jeu égal avec les Parisiens et après les gagner. Et ben voilà, Eric et Daniel, on vous donne rendez-vous pour un match de cœur. Donc tout à l'heure, vous le disiez, 20h45 aux commentaires. Thierry Gilardi et Rémi Garde, Laurent Paganelli sera toujours pas très loin de moi, et je vous souhaite 45 belles dernières minutes, et nous aussi on souhaite avoir au moins 5 buts comme vous. on sera avec vous, ça c'est évident dans quelques instants, hein. Ça va pas traîner. Il y en a un qui doit être heureux, Daniel, en ce moment, c'est le président Bobin qui se trouve avec Dominique Armand, hein. Je pense qu'il doit dégager un sourire, non? Ça, il est heureux le président Bobin. Vous aviez levé la voix avant le match de 3. Vous avez été plus qu'entendu, hein, on le voit ce soir. Oui, écoutez, j'espère, oui, on n'est pas toujours entendu, mais peut-être que
on entend quelquefois avec retardement, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui c'est un bon match. Et puis je suis très content parce que les joueurs sont des joueurs de talent. Il n'y a aucune raison que les résultats ne suivent pas. Alors l'autre actualité nantaise, c'est la reprise du club. Cette semaine, le maire a annoncé que le repreneur ne serait pas Monsieur Rébier. Où en est-on? Écoutez, il ne l'a pas annoncé comme ça, mais c'est vrai que bon, disons que c'est une opération extrêmement délicate et pour l'instant, écoutez, je souhaite rester assez silencieux parce que les choses continuent. Alors, je ne sais pas avec qui, mais les choses continuent. Bien, merci. Il y a Steve Malbranc qui est en train de s'échauffer. Bernard Lacombe va sans doute faire entrer un joueur offensif. Oui, je pense que c'est plus que le moment. Bon, Daniel, on s'est fait plaisir durant cette première période parce qu'on a vu 5 buts. On va continuer de se faire plaisir en voyant les meilleurs moments. Vous en avez l'habitude très certainement, que ce soit sur Canal Vert, en numérique ou sur kiosque, les meilleurs moments de la dernière journée. On appelle ça le top 25 parce que c'était la 25e journée, tout simplement. Regardez. Pour se sauver, Montpellier devait absolument l'emporter face au Havre. On sait que ce ne fut pas le cas, ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, mais décidément, la saison est maudite pour les Montpelliérains, et particulièrement pour Patrice Loco, à plusieurs reprises tout près d'inscrire son 7e but de la saison. Il aura à chaque fois manqué quelques centimètres, des centimètres peut-être synonymes de relégation en fin de saison. Les Montpelliérains ont pourtant bien failli marquer grâce à une aide providentielle, une petite boulette de Sparadra qui traînait sur la pelouse et qui fut à 2 doigts de jouer un rôle décisif dans cette partie. Au moment du rebond, hop, devant Hamel, mais même ça n'a pas suffi pour éviter le nul. Même une boulette ne suffirait pas pour le battre. Éric Durand, le gardien bastiais, n'a plus pris de but à Furiani depuis le 25 septembre dernier. 4 mois d'invincibilité, record conservé entre autres grâce à ce pénalty détourné. Si la série est positive côté Bastiais, c'est une spirale de l'échec pour les Verts qui sont au fond du trou. Une défaite 4-0 à Bastia et Saint-Étienne qui a pris 1 point lors de ses 6 dernières rencontres. Face à Auxerre, Elibop avait laissé Wiltord sur le banc et Mikou à la maison. Contre Strasbourg, il a réhabilité ses 2 joueurs avides de revanche qui ont su saisir l'occasion. Wiltord est décisif sur le premier but signé Ziani. Quant à Mikou, servi par Wiltord, il se charge personnellement d'inscrire le 2e but bordelais, lui qui n'avait plus marqué depuis le 6 novembre. Reste Lilian Lasland, désigné remplaçant contre Strasbourg. Il entre en seconde période et marque le 3e but de manière magnifique. Conclusion, à Bordeaux, l'orgueil, on sait ce que c'est. L'orgueil est également une vertu lensoise. Face à Auxerre, les 100 et or ont engrangé leur 3e victoire consécutive. C'est leur meilleure série depuis le début de la saison. Cette victoire, les Lensois la doivent à un doublé d'Olivier Dacour, son premier en première division. Lens qui revient à grandes enjambées vers le haut du classement. Son nom, il le cache avec un Sparadra, il débute par un Z qui veut dire Zéalcino. Le Brésilien ne fera peut-être qu'un passage par la Lorraine, mais sans garder les 2 pieds dans le même sabot. Déjà 2 buts en 2 matchs pour la nouvelle recrue de Nancy. Les Sedanais 5e apprennent vite, ça on le savait déjà. Face à 3, ils ont également montré qu'ils pouvaient marquer vite. C'est le but le plus rapide de la saison après un coup d'envoi. 2 passes et 10 secondes exactement pour que Pierre de Bloch ne donne un avantage décisif à ses couleurs. C'est l'instant de folie de la 25e journée. À la mi-temps de Metz-Marseille, Stéphane Porato perd tout contrôle et s'en prend violemment à l'arbitre du match. Il faudra une intervention de l'encadrement de l'OM pour éviter le pire. Porato est bien entendu expulsé. Il regrettera dès le lendemain son comportement qui lui a valu 4 matchs de suspension. Pour Sonny Anderson aussi, la soirée a été mouvementée. Elle débute pourtant bien puisque le Brésilien a inscrit face à Monaco son 17e but de la saison. Mais ensuite les choses se gâtent. Il y a d'abord un pénalty retiré et finalement manqué face à Fabien Barthez. Et puis une agression incompréhensible sur l'Argentin de Monaco, Marcelo Gallardo. Carton rouge pour Sonny Anderson qui quitte prématurément. Un match plein de règlements de compte, un match à oublier très vite.
Décidément, série noire actuellement pour les Lyonnais. Ça, c'était le meilleur de la dernière journée. Maintenant, on va vous montrer le meilleur du week-end. C'est le best-of de l'équipe du dimanche, façon Vincent Raduro, comme il a l'habitude de le faire le lundi midi dans un autre journal. Regardez, c'est sympa. Le coup de sifflet de M. Bolognino, ils se sont un petit peu gênés. C'est reparti pour Zinedine Zidane, et c'est le but! L'ouverture du score pour la Juventus de Turin, et une nouvelle fois Zinedine Zidane qui permet à la Juve de respirer dans ce calcio en inscrivant son 4e but de la saison. Et ben voilà, merci Zizou, Juve 1, Lecce 0, la Juventus de Turin reste en tête du championnat italien et le gardien de Lecce est complètement déprimé. Bravo. Lee. Little flick from Shearer. Ferguson! What a goal! Duncan Ferguson puis Alan Shearer par 2 fois et Manchester United n'est plus aussi rutilant. 3-0, le plus grand club du monde boit la tasse à Newcastle et son entraîneur fait grise mine. Allez Alex, c'est pas si grave, Manchester United est toujours leader. Allez Alex. Mauvaise ambiance, suite, West Ham contre Bradford, penalty sifflé pour West Ham et petite altercation, un tantinet grotesque. Di Canio et Lampard se disputent la transformation du dit penalty. Bah non, je te dis que c'est moi les pénaux, hein. Ces chamailleries de cours de récréation ne font pas vraiment rire l'entraîneur, c'est finalement Di Canio qui emporte le morceau. Heureusement il marque pour West Ham, mais ça ne le calme pas pour autant. Et basta, hein. Tiens, au contraire, voilà un bon camarade. Signori se fend d'une passe décisive absolument exquise. Admirez la talonnade qui profitera finalement à Klaas Ingesson. But pour Bologne, mais c'est le Milan AC qui remportera ce match 3-2. Un petit drame à l'Espagnol. La Corogne est menée 1-0 sur le terrain de Numancia. Il reste quelques secondes à jouer et Songo, le gardien de la Corogne, vient dans la surface pour marquer le but égalisateur. Hélas, 3 fois hélas, le but est refusé par l'arbitre. Et pourtant, le gardien adverse se heurte au tibia de son propre défenseur. Le but de Songo était bien valable. Quel malheur. Oui, enfin bon, la Corogne est toujours leader en Espagne. Ah, il s'en passe des choses hein, dans l'équipe du dimanche. Les deux équipes qui viennent de revenir sur le terrain avec des Lyonnais qui sont vite